Alors, Madame, Messieurs, bienvenue au débat électoral organisé par la FIC. Nous vous remercions d'être ici, nous vous remercions de nous suivre sur les médias sociaux, mais permettez-moi de remercier plus particulièrement nos 4 représentantes des principaux partis politiques d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur pour une organisation féministe comme la FIC de recevoir 4 femmes pressenties au poste de ministre de la Santé et des Services sociaux. Mais surtout comme présidente de la FIC, je suis vraiment heureuse de pouvoir donner l'occasion à nos professionnels en soins de partout à travers le Québec d'entendre cet après-midi Mme Danielle Mécan de la Coalition Avenir Québec, Mme Diane Lamarre du Parti québécois et Mme Gertrude Bourdon pour le Parti libéral et Vanessa Roy pour Québec solidaire. Vous aurez, mesdames, à vous prononcer sur des enjeux qui nous préoccupent toutes. Ce débat ne portera pas sur vos agendas respectifs, mais bien sur les priorités électorales de notre organisation, de la FIC et de nos professionnels en soins. 4 enjeux majeurs cet après-midi: la surcharge de travail, la loi sur les ratios sécuritaires professionnels en soins patients, la conciliation famille, travail, études et l'accès à la première ligne. Alors, je vous souhaite un très bon débat et j'invite maintenant l'animatrice Suzanne Bougie à vous donner les règles du jeu. Bon après-midi. Alors, merci beaucoup, Madame Bédard. Bonjour à vous toutes, bienvenue. C'est vrai, c'est un honneur d'être une femme et d'être ici aujourd'hui. Vraiment, très honorée d'animer ce débat avec vous. Alors, quelles sont les règles du jeu? Pour chacun des enjeux énumérés par Madame Bédard, vous disposez de 2 minutes 30 pour vous positionner. Alors, il y a une minuterie devant vous et il y a un voyant jaune qui indique qu'il vous reste 30 secondes de prise de parole. Vous allez intervenir dans l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort il y a quelques instants, c'est-à-dire que la candidate numéro 1 va se prononcer en premier sur l'enjeu numéro 1, puis la candidate numéro 2, 3 et 4. Pour l'enjeu numéro 2, on va débuter avec la candidate numéro 2 et ainsi de suite. Lorsque chacune de vous se sera fait entendre sur l'enjeu donné, vous serez invité à participer à un échange de 5 minutes chronométré aussi. Je sais qu'on va faire ça de manière disciplinée et respectueuse. Alors, je vous en prie, attendez que je vous donne la parole avant d'intervenir, mais il n'y a pas d'ordre établi pour cette partie-là, vous pouvez bien le deviner. Alors, vous laisserez parler vos corps là, quand vous trépignerez d'impatience ou on sera très attentive l'une à l'autre. Et ce débat doit définitivement permettre à chacune d'entre vous de se faire entendre. Et on va éviter la cacophonie par respect aussi pour les auditeurs qui sont sans doute très, très nombreux sur le web. Ce débat a été largement médiatisé et on en est très heureuse. Alors, par respect pour ces gens-là qui sont à l'écoute, pour des considérations technologiques néanmoins, les gens qui sont à l'écoute ne pourront pas poser de questions en direct, mais on les encourage quand même à faire part de leurs réactions ou de leurs commentaires sur la page de l'événement. Alors, voilà pour les consignes du jour. Alors, je vous souhaite à toutes un excellent débat. Alors, le premier enjeu soulevé aujourd'hui, c'est la surcharge de travail. Et je vous transporte du côté de Drummondville. Permettez-moi d'oser la lunette. Alors, au centre d'hébergement Frédéric-Georges Herriot, entre juin et août 2018, 138 quarts en heures supplémentaires obligatoires ont été répertoriés. Et durant cette même période, 9 professionnels en soins ont démissionné à cause des conditions de travail. Les professionnels en soins crient haut et fort depuis des années qu'elles n'en peuvent plus et les voix s'élèvent de partout au Québec. Si votre parti forme le prochain gouvernement, le 1er octobre prochain, quelles seront vos premières actions pour mettre un terme à la surcharge de travail des professionnels en soins? Et c'est d'abord à vous, Vanessa Roy, que revient le droit de réponse pour 2 minutes et demie. Donc, merci d'être là. La surcharge de travail, c'est chez les infirmières. Québec solidaire prend ça à cœur. C'est une priorité. On est tellement touchés par ce qui se passe en ce moment dans le réseau de la santé. Ce que les infirmières vivent en ce moment, c'est des conditions totalement inhumaines.
Si on se ramène dans l'histoire récente du réseau de la santé, c'est à partir du virage ambulatoire où, en tout cas, qu'on a plus remarqué qu'il y a une énorme surcharge de travail sur les infirmières parce qu'on a coupé en santé en même temps qu'on a fait des réformes majeures. Et on a une tendance au Québec, à chaque ministre de la Santé qui arrive au pouvoir et qui veut mettre en branle sa structure, son idée, mais sans impliquer dans le projet les professionnels en soins, bien, ça donne ce que ça donne, des énormes réformes qui mettent une pression excessive sur le réseau de la santé puis qui créent du chaos dans les unités de travail. Et ça, on l'a vécu successivement à chaque décennie. La dernière réforme, c'est 2015 avec M. Barrette, et ça a amené une désorganisation dans le réseau de la santé. Ce que ça a entraîné, c'est que les cadres étaient tellement occupés à réorganiser le réseau de la santé, à mettre en place une nouvelle structure, qu'ils ne pouvaient pas être là pour soutenir les professionnels en soins, gérer efficacement les horaires ou s'assurer qu'on implante des bonnes pratiques issues des données probantes. Il n'y avait pas le temps pour ça. Puis ils n'ont jamais le temps depuis les dizaines d'années où on fait sans cesse des réformes de structure. C'est ça le problème de fond. Donc, ce qu'on va faire, on va s'inspirer des meilleures pratiques. Entre autres, à l'hôpital général juif, ils ont implanté une pratique toute simple. C'est pas très compliqué. Ils ont laissé aux infirmières gérer elles-mêmes leurs horaires et faire leurs horaires. Les infirmières à l'hôpital général juif ont leurs horaires 5 semaines à l'avance. Ils s'arrangent entre elles pour se couvrir quand ils ont besoin d'un congé, par exemple parce qu'elles doivent s'occuper, elles sont proches aidantes de leur mère ou elles doivent s'occuper des enfants une journée. Bien, c'est pas compliqué. Elles s'arrangent entre elles, elles se couvrent et à l'hôpital général juif, il n'y en a plus de temps supplémentaire. Donc, des méthodes simples comme ça, je ne peux pas croire qu'au Québec, on n'est pas capable de les implanter dans nos établissements de santé, services sociaux. Ça me dépasse. Un autre élément qui me dépasse aussi, c'est le taux de temps partiel aussi de nos professionnels en soins dans le réseau de la santé. Pourquoi les infirmières ne sont pas portées à appliquer sur des postes à temps complet? C'est parce que c'est fou, les conditions de travail. En ce moment, elles ne sont pas attirées à faire du temps plein. Donc, il faut qu'on réussisse à augmenter le nombre de personnes qui font du temps plein, mais en s'assurant que les conditions sont en place pour les attirer dans ce genre de nombre d'heures-là par semaine, puis que les conditions soient vraiment propices. Nous, on va travailler là-dessus à Québec solidaire. Merci, Mme Roy. À vous la parole, Mme Bourdon. Merci. D'abord, je m'adresse peut-être particulièrement aux infirmières. Vous savez, je suis encore infirmière, j'ai travaillé longtemps dans le réseau. Et ce que je veux souligner, c'est j'ai toujours vu dans ma pratique les infirmières très, très préoccupées par le fait de donner les soins aux patients. Et ça, pour moi, ça n'a pas changé au cours des années. Je suis particulièrement sensible. Pour moi, le temps supplémentaire obligatoire, là, c'est quand on est rendu là, c'est sûr que les infirmières ont toujours cette préoccupation. Elles veulent être présentes, elles veulent donner les soins. Mais là, on est à un moment où ça touche leurs conditions de vie, leurs conditions personnelles. On est en train de faire ça, donc il y a des choses qui avancent. Je veux juste rappeler que dans la réforme, l'objectif a été premier d'augmenter l'accès. Quand on augmente des places en CHSLD, quand on augmente 22 000 chirurgies, ça a nécessairement un impact sur la demande de soins. Et l'accès s'est fait tellement rapidement qu'on n'a pas pu aller aussi vite qu'on aurait voulu sur l'affichage des postes. Mais là, on est rendu là. Donc, il faut, et c'est un mot d'ordre que je demande aujourd'hui, il faut faire des affichages massifs de postes. Des affichages massifs de postes qui se font dans le cadre des ententes locales, donc dans chacune des régions, parce qu'on n'est pas dans du mur à mur. Par exemple, dans un CHU ou dans un CIS où on a des CHSLD, l'exemple que vous donniez, on n'est pas dans les mêmes enjeux. Dans nos CHSLD et dans l'ensemble du réseau, parce que maintenant, on a fait des grands centres, c'est un avantage, c'est qu'on va pouvoir faire de la surdotation. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait dans mon établissement, quand on avait 100 postes à un endroit, on allait jusqu'à afficher même 200 postes pour s'assurer que s'il y avait des congés maternité, des congés maladie, des absences vacances, qu'on ait toujours suffisamment de personnel. Donc, il faut aller encore plus loin et c'est ce qu'on est en train de travailler. Puis avec la FIC, d'ailleurs, on est même allé, là, on vise à aller au-delà dans les postes en complet, en partiel. Ce que je vois aussi de mon côté, c'est qu'il faut aller plus loin dans des postes carrières. C'est des choses qui se font. Donc, d'amener nos infirmières à avoir des carrières, donc des processus entre les différents postes qu'elles occupent. Je vous remercie. Alors, je rappellerai la question pour vous, Mme Lamarre. Si votre parti forme le gouvernement le 1er octobre prochain, par quoi commencerez-vous pour mettre un terme à la surcharge de travail des professionnels en soins
c'est-à-dire les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques, s'il vous plaît, pour 2 minutes 30. Alors, bonjour à mes collègues panélistes. Merci à la FIC. Merci à tous ces professionnels de la santé, des soins qui sont à l'écoute et qui veillent auprès des patients. Bien sûr, j'ai vu, moi, la réforme des dernières années avec cette centralisation à outrance qui a déshumanisé les milieux de travail, déshumanisé les soins. Alors, on a des absences qui ne sont pas remplacées. On a des permutations d'emploi. On a des déplacements d'emploi. Donc, on ne crée pas des offres d'emploi qui sont attrayantes. Et donc, ça explique non seulement le fait qu'on ne réussisse pas à remplacer les postes, mais l'exode. Il y a maintenant de plus en plus d'infirmières, d'inhalothérapeutes qui songent à changer d'emploi parce que les conditions de travail sont carrément inhumaines. Et il y a eu des remplacements par des infirmières. Les gens se sont entraînés, mais il n'y a plus personne pour être témoin de ça. Les coordonnatrices de soins se déplacent sur des 50 km de distance, donc il n'y a plus cette reconnaissance des efforts qui sont faits. Et ça tue l'esprit d'équipe, ça tue l'ambiance et ça fait en sorte qu'on a des gens en détresse avec des conditions vraiment incroyables. Actuellement, cette année, il y a une augmentation de 60 millions en prestations d'assurance salaire. Donc, nous, juste pour le réseau de la santé, donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut recréer de l'embauche. Il faut avoir plus de personnes. Et il ne faut pas toujours travailler avec 0 remplaçant parce que dès qu'il y a une absence, on est à -1, -2 dans le contexte de travail. Créons de l'attractivité, créons des emplois qui vont être rassurants, qui vont permettre aux gens qui ont choisi ces professions-là pour prendre soin de bien prendre soin des gens. Et ce n'est pas ça qu'on voit actuellement. Alors, il y a des horaires flexibles qu'on peut vraiment proposer aux gens. Moi, je suis sûre qu'il y a des femmes qui préféraient travailler 3 fois 12 heures que 4 fois 8 heures. Alors, pourquoi on n'a pas cette souplesse-là dans les horaires? Pourquoi on n'offre pas également des conditions de rémunération plus intéressantes, plus d'autonomie, parce qu'actuellement, il y a encore beaucoup d'actes pour lesquels on doit demander des permissions, attendre, et ça, quand on est surchargé de travail, eh bien, ça ralentit notre capacité d'agir, ça crée énormément de stress, et les patients n'en bénéficient pas de façon optimale. Alors donc, la surcharge de travail, elle doit être abordée de façon urgente par des postes attrayants et du respect des professionnels qui travaillent. Je vous remercie, Mme Lamarre. À votre tour, enfin, Mme McCann, s'il vous plaît. Merci, Mme Bougie. J'aimerais saluer à nouveau Mme Bédard, vous remercier de l'invitation. Moi, je suis très heureuse de m'adresser aux infirmières et aux infirmiers du Québec et je les salue. Et je salue également la population qui nous regarde. La profession d'infirmière, c'est une profession qui est admirée et respectée par la population et c'est un fer de lance dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais on voit que depuis les dernières années, la dégradation des conditions de pratique est énorme. Nous, à la CAQ, on veut redonner aux infirmières une qualité de vie, la dignité et le pouvoir qui leur revient. En 2018, que le temps supplémentaire obligatoire soit devenu la norme, c'est inadmissible. Nous allons abolir définitivement le temps supplémentaire obligatoire. Il y a assez d'infirmières au Québec pour compléter tous les postes existants. Nous allons créer des équipes de travail stables qui favorisent la conciliation travail, famille, études, et nous allons aller rechercher des infirmières qui sont actuellement dans les agences. Et pour ça, il faut améliorer le climat de travail. Il faut rapprocher du terrain le pouvoir de décision. Il faut redonner aux équipes et aux établissements la marge de manœuvre. Et moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais directrice générale au C3S du Sud-Ouest Verdun. Et à cet endroit, le temps supplémentaire obligatoire était tout à fait exceptionnel. Alors, vraiment, il faut décentraliser parce qu'il y a eu une centralisation à outrance dans la réforme Barrette et redonner ce pouvoir aux équipes. En terminant, j'aimerais aussi comprendre quelque chose actuellement. Dans les hôpitaux du Québec, les infirmières qui y travaillent font un salaire qui est moins élevé que le salaire des infirmières de l'Ontario. Parallèlement, leurs collègues, les médecins spécialistes, font un salaire qui est plus élevé que celui de l'Ontario.
ma question à Mme Bourdon, comment peut-elle accepter cet état de fait, de cet grand écart de salaire entre les infirmières et les médecins spécialistes? Alors, merci, Madame McCann. Merci à chacune de vous. J'aimerais qu'on continue sur ce thème-là. On parle de temps supplémentaire obligatoire. C'est une réalité, on le disait en introduction. Mais j'aimerais vous entendre, chacune d'entre vous, exposer votre plan, un plan concret pour éliminer le recours systématique au temps supplémentaire obligatoire, recours systématique pour certains gestionnaires dans certains milieux, on le sait. Alors, j'aimerais bien vous entendre. Vous avez abordé cette question-là assez précisément du TSO. Quel est votre plan concrètement, Madame McCann? Je commencerai par vous. Écoutez, moi, ce que j'ai connu, d'ailleurs, quand j'étais directrice générale du C3S Sud-Ouest Verdun, ce sont les équipes. Parce que vraiment, c'est très particulier aux différents départements, aux différents secteurs. Ce sont les équipes qui trouvaient des solutions. Il y avait, par exemple, des équipes volantes, ou bien il y avait dans certains endroits, par exemple, on prévoyait une infirmière de plus au cas où quelqu'un déclarait une maladie. Mais je dois vous dire qu'actuellement, avec le climat de travail qu'on a, il y a énormément de congés de maladie. Et c'est pour ça aussi qu'on a du temps supplémentaire obligatoire. On a augmenté de 25 les congés de maladie dans les 4 dernières années. 515 millions de dollars cette année. Alors, voici la cause là, du temps supplémentaire obligatoire, une des causes. Mais moi, je crois que les équipes de terrain, si on leur redonne ce pouvoir, qui est très, très mince actuellement, elles vont pouvoir trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'ai vécu et il y a d'autres exemples aussi à travers le Québec. Il faut les élargir à la grandeur du Québec. Merci, Madame Lamarre. Là-dessus, je vous vois réagir un peu. Oui, je crois qu'il faut vraiment recentrer et permettre aux infirmières de faire des soins. Moi, ma mère est décédée il n'y a pas tellement longtemps et j'ai passé plusieurs mois dans les hôpitaux. Et je peux vous dire que les infirmières devaient répondre au téléphone, elles devaient faire plein de paperasse. On entend beaucoup qu'il y a énormément de temps, plus de temps à remplir des documents qu'à prendre soin des gens. Quand les femmes et les hommes choisissent cette profession, c'est parce qu'ils veulent s'occuper des patients. Redonnons-leur. Et comme gestionnaire, moi, je m'étonne que les gestionnaires ne se soient pas préoccupés d'utiliser de façon optimale les ressources professionnelles, parce que c'est de ça qu'on veut. Une infirmière, on veut qu'elle s'occupe des patients. Et c'est pas ce qu'on observe. Elles ont elles font tout ce qu'elles peuvent, mais il y a beaucoup de temps mal utilisé et où on pourrait déléguer et assurer permettre à d'autres personnes de compléter ces fonctions-là. Revoir les rôles. Madame Roy? Ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est de mettre en place un véritable plan, une vision. Puis là, ici, je fais vraiment un plaidoyer, implanter une véritable collaboration interprofessionnelle dans le réseau de la santé et des services sociaux. En ce moment, on n'a pas le travail d'équipe qui est recommandé dans les études et qui permet de diminuer la surcharge de travail et de diminuer le recours au temps supplémentaire obligatoire. Puis il y a 3 choses principales sur lesquelles il faut intervenir que tous les gouvernements dans les dernières années n'ont pas réussi à adresser, et là, il faut le faire pour vrai, c'est le mode de rémunération médicale qui tient la profession médicale en silo. En fait, le médecin ne fait pas réellement partie de l'équipe à cause de son mode de rémunération, mais aussi parce que ce n'est pas un employé de l'organisation de santé, c'est un travailleur autonome. Donc, transformer le statut du médecin en employé au lieu de travailleur autonome, transformer sa rémunération pour qu'elle soit plus à salaire et créer les conditions propices, entre autres, faire de la formation à toutes les équipes, tous les gestionnaires, pour qu'il y ait un véritable travail d'équipe, que tout le monde soit sur le même palier et que tout le monde puisse exercer son champ de compétences dans la façon la plus optimale possible pour qu'on puisse faire ce pour quoi on a été formé à l'université. Moi, en tant que physiothérapeute, je l'ai vécu. J'ai travaillé en soins à domicile. Je n'étais pas capable de faire ça pourquoi j'avais été formée. C'est très frustrant. Ça nous éloigne de notre pratique. Donc, je vous comprends, les professionnels en soins, on vit la même chose. Donc, c'est de revenir au rôle pour vous aussi, Madame Bourdon, sur cette question-là, concrètement pour éliminer le recours au temps supplémentaire obligatoire. On est en 2018. Les infirmières, dans leur formation, sont appelées à jouer plusieurs rôles. Maintenant, on a ajouté des rôles conseillers en prévention, contrôle des infections. Alors, la pratique infirmière s'est transformée depuis les 20 dernières années.
D'où l'importance, comme je vous disais tantôt, de la surdotation de postes. Donc, on est capable maintenant, avec nos programmes de planification de main-d'œuvre, de prévoir et de mieux prévoir. Il y a encore un morceau on a de la difficulté à prévoir et qui nous donne, qui est un enjeu important parce qu'on prépare la relève, c'est nos travailleuses enceintes. Mais dans l'ensemble de notre planification de main-d'œuvre, on est beaucoup plus avancé qu'on était sur le fait d'afficher des postes. L'autre chose, les postes composés. Nous, dans mon établissement, on l'a fait, je l'avais négocié d'ailleurs avec Mme Bédard, c'est d'avoir des trajectoires de carrière. Les jeunes infirmières adorent ça. Par exemple, on avait des postes composés entre l'infirmière en don d'organes et l'infirmière aux soins intensifs. Donc, comme les infirmières en don d'organes sont peu nombreuses, ça nous permettait d'avoir de l'expertise variée. Alors, il y a venant des équipes et quand on travaille étroitement avec nos syndicats, beaucoup de possibilités. Ce qui est en train de se faire actuellement dans le cadre, entre autres, des ententes locales. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des ententes locales. C'est que ça se discute localement en fonction des réseaux et des spécificités des réseaux. Je vous remercie. Donnons un visage humain un peu à ces professionnels en soins. Là. Juste en Estrie, le nombre de demandes ouvertes pour un congé maladie pour dépression ou problème de santé mentale a augmenté de 47 %. Qui, dans ce contexte-là, veut faire une carrière dans le réseau de la santé? Alors, on va passer à l'enjeu 2 sur cette question, Madame Roy, si vous le permettez. L'enjeu 2, c'est une loi sur les ratios. L'AFIC, vous le savez, travaille depuis plusieurs années à implanter des ratios sécuritaires partout au Québec. Il y a des ratios comme ça qui ont été imposés en Californie, en Australie aussi, avec succès. Les résultats sont bénéfiques aussi pour les patients, autant que pour les professionnels en soins. On note un temps de présence qui est plus important, une réduction du nombre de chutes, une réduction des accidents de travail. Au printemps, il y a un premier pas qui a été franchi dans cette direction-là, avec le déploiement de la première vague de 17 projets ratios, des projets qui ont été négociés par l'AFIC. La question est la suivante, et le droit de réponse va revenir à Mme Bourbon en premier. Les projets ratios, c'est le point de départ. Mais quelles sont les prochaines étapes qu'un gouvernement de votre parti réaliserait à son arrivée au pouvoir? La base des projets ratios, c'est de s'assurer qu'on ait des noyaux durs, hein, des équipes de base, donc nos infirmières, avec les préposés, avec les personnes qui entourent, donc on parlait d'interdisciplinarité, très important, vont faire en sorte qu'on va, avec les projets, et on est tout à fait là, en accord avec ça, ça avait été négocié dans la Convention, je vous le rappelle, donc on avait travaillé avec nos infirmières là-dedans jusqu'en 2020, et je pense que c'est opportun de le faire maintenant et de le faire avec une bonne compréhension de la spécificité du Québec. Alors, dans nos projets, avec la médecine, la chirurgie, dans nos centres hospitaliers de soins de longue durée, on va avoir les réponses à nos questions. Ce qui est très intéressant là-dedans aussi, c'est que pour nos équipes, c'est qu'on va avoir davantage d'équité parce qu'on va s'appuyer sur des données, hein, des données probantes, là, des données qui vont nous amener à bien mesurer la charge de travail. Moi, ce que je veux dire, parce que je connais le travail de nos infirmières, c'est que le jugement clinique doit toujours demeurer et devra toujours demeurer. On le voit avec nos assistantes infirmières-chefs, nos infirmières qui donnent les soins. Il va arriver, par exemple, moi, je commence à avoir un petit peu d'expérience. J'avais vécu ça avec le système PRN, qui est beaucoup plus sophistiqué maintenant avec le nouveau système, mais on ajustait quand même si ça donnait un chiffre, il fallait ajouter un préposé aux bénéficiaires ou quelquefois même dans des soins intensifs, mettre 2 infirmières pour un patient. Donc, il faut toujours conserver cette préoccupation clinique pour la lourdeur des clientèles. Pour nous, c'est clair comme gouvernement qu'on va encourager les projets ratios et l'étendue de ça. Et on va aussi travailler avec nos syndicats, avec notre monde, pour bien comprendre qu'est-ce qui ressort principalement pour aller dans les grandes priorités. Probablement qu'il y a des secteurs qui vont être davantage prioritaires et qui vont nous apporter plus. Je voudrais, moi, personnellement, le côté personnes âgées, nos centres de soins de longue durée, je pense que c'est nos grandes priorités pour les projets ratios. Merci. Madame Lamarre. Alors, le Parti québécois s'engage à mettre en œuvre les ratios patients, infirmières
et c'est vraiment un engagement ferme. Je vais vous dire, cette entente, elle avait été signée avec la FIC en 2015. Et si je ne m'étais pas levée à répétition pour questionner le ministre, ça ne serait pas en route, ces projets. Alors, ce n'était pas de gaieté de cœur que ça a été implanté et ça progresse, mais je ne suis pas certaine que ça saura se déployer. On a vu plein de projets au Québec qui ne se déployaient pas. Alors, mon engagement, il est ferme, il est essentiel. Maintenant, nous, on constate sur le terrain que c'est un programme, des projets pilotes, des projets de ratio, qui vont se déployer sur plusieurs années. En Australie, ça a pris jusqu'à 4 ans. Mme Bédard me disait qu'elle s'est rendue en Australie. On a vu, ça prend jusqu'à 4 ans avant de se déployer. Et on dit il y a urgence actuellement. On a parlé de la détresse des professionnels. On a parlé qu'ils quittaient le bateau. On a besoin absolument immédiatement. Et donc, le Parti québécois dégage un fonds d'urgence de 10 millions de dollars immédiatement afin d'assurer la rétention des gens, de leur envoyer un signal clair. Parce que pour Émilie Ricard, entre ce qu'elle a fait au mois de février et ce qui est maintenant, la réalité n'a pas changé. Alors, il faut qu'il y ait des actions claires, sinon, c'est tout le système de santé publique qu'on met en péril. Alors ça, c'est très, très clair comme engagement de notre part. On croit à ces ratios et nous, on pense qu'il faut avoir un organisme indépendant qui va veiller à réajuster ces ratios parce que la réalité change beaucoup. Les CHSLD, actuellement, eh bien, les gens décèdent, 50 des gens décèdent à l'intérieur d'1 an. Alors, l'intensité des soins en CHSLD aujourd'hui, elle est bien plus grande que celle qu'elle était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc, ces ratios, ils doivent tenir compte des réalités. Même chose pour les durées d'hospitalisation. Avant, les gens demeuraient beaucoup plus longtemps à l'hôpital. Il y avait des journées où les soins étaient moins intenses. Alors, il faut être capable d'avoir un mécanisme qui va vraiment réajuster aux besoins, mais vraiment centré sur les besoins des patients. Il faut aussi s'intéresser aux préposés, parce qu'il y a des ratios préposés, à la formation de ces préposés. Si les préposés sont bien formés, ça va aussi donner un coup de pouce aux infirmières. Actuellement, il y a des formations différentes et inégales au niveau des préposés. Alors, ce sont des mesures concrètes, très, très terre-à-terre, mais qui répondent, je pense, à l'importance de respecter les infirmières et surtout d'assurer des soins de qualité aux patients. C'est ce qu'on veut. Je vous remercie, Mme Lamarre. Mme McCann, sur cette question des ratios. Oui, Mme Boucher. Écoutez, il était plus que temps qu'on s'occupe des ratios. Nous, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement libéral il a laissé la situation se dégrader. Et il faut absolument poursuivre les 17 projets pilotes. On sait qu'il y a beaucoup de bénéfices là, pour les patients. On réduit la durée d'hospitalisation, les erreurs de médicaments, le taux de réadmission à l'urgence, le taux de mortalité des patients. C'est vraiment un must de continuer ces projets pilotes. Et l'autre effet majeur, et c'est assez évident d'ailleurs, c'est de réduire le taux d'épuisement professionnel. Et on parle, encore une fois, je le répète, là, de 515 millions par année. Ça représente beaucoup de monde là, qui est en congé de maladie et 25 d'augmentation dans les 5 dernières années ou les 4 dernières années. Alors, les ratios, oui, nous allons soutenir ce mouvement-là très fortement. On est même ouvert à adopter une loi à cet effet, mais c'est sûr qu'il faut que les analyses se poursuivent, qu'on doit attendre les conclusions là, des projets pilotes. Mais moi, j'aimerais comprendre quand même là, pourquoi le gouvernement libéral a attendu jusqu'à ce qu'une jeune infirmière, Émilie Ricard, enflamme les réseaux sociaux pour réagir à la surcharge de travail du personnel. Ça a pris beaucoup de temps parce que la clientèle là, dans les CHSLD, là, c'est vraiment une clientèle qui demande énormément de soins. Ce n'est pas ce qu'il y avait il y a 10 ans là, dans les CHSLD, mais on a gardé les mêmes ratios. Et c'est pour ça que dans les projets pilotes, dans les CHSLD actuellement, là, on coupe de moitié le nombre de patients dont l'infirmière est responsable. Ça veut dire que dans d'autres CHSLD où il n'y a pas les projets ratios, et c'est inadmissible, une infirmière va avoir 100 patients. Elle va être responsable de 100 patients le soir et la nuit. Alors, écoutez, nous allons investir dans les CHSLD au niveau des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires. Les préposés, il faut que leur rôle soit valorisé. Et moi, j'ai une question pour Mme Bourdon, à nouveau. C'est comment elle va investir au niveau là, des CHSLD dans les projets pilotes
Quand on sait que le budget de la santé pour l'année 2019-2020, c'est 3,7 d'augmentation. C'est en bas du coût du système. Je vous remercie, Mme McCann. Sur cette question, donc, qui amène à vous prononcer, Mme Roy, sur ce qu'un gouvernement de votre parti réaliserait à son arrivée au pouvoir pour aller plus loin avec les projets ratios. Le gouvernement de Québec solidaire va mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité des projets ratios. Fondamentalement, on le sait dans les études, ces projets ratios-là, ça fonctionne. En Californie, par exemple, en mettant une infirmière pour 5 patients à l'urgence, ça diminue de 30 le nombre d'infirmières ou de professionnels en soins qui tombent en burn-out, en dépression ou qui ont des blessures physiques. Donc, le plus gros impact qu'ils ont remarqué, en fait, en introduisant les projets ratios, c'était sur la santé des travailleurs. Et nous, à Québec solidaire, on est 100 derrière cet enjeu-là, c'est notre priorité. Donc oui, on va assurer de mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la pérennité des projets pilotes. Mais laissez-moi souligner une chose, ça m'échappe quand même qu'il ait fallu attendre une crise dans les médias ou que ça a été à l'occasion de négociations collectives qu'on ait dû lever les red flags pour dire ça ne fonctionne pas, la sécurité des patients est en péril, ça prend des projets ratios, puis on veut une loi. Est-ce que ça va prendre une loi pour implanter des changements issus des bonnes pratiques à chaque fois? Je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec nos inalos qui auraient besoin aussi d'avoir des ratios. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos techniciens en électrophysiologie, que parfois, il y en a une seule dans l'hôpital la nuit pour faire tous les examens, les électrocardiogrammes. Est-ce qu'on va sortir des lois à chaque fois? Ça prend des mécanismes vraiment pour s'assurer que les organisations de santé et services sociaux ont les mécanismes à l'interne pour implanter les bonnes pratiques. Par exemple, depuis la réforme, le Conseil des infirmières et des infirmiers, qui est une instance super importante, a passé tout son temps, en fait, à se réorganiser et à essayer de s'inventer une structure pour soutenir la qualité des pratiques professionnelles infirmières. Les réformes, c'est ça que ça donne, c'est qu'on n'a plus le temps d'implanter les bonnes pratiques, on n'a plus le temps de mettre de l'argent, de l'énergie, des ressources dans s'assurer que ce que les études disent, ça soit ça qu'on fait dans le réseau de la santé. Mais nous, à Québec solidaire, on va aux racines des problèmes, puis c'est ça qu'on va s'assurer de mettre en place. Que les données probantes, les études, ce que ça dit, on puisse les implanter. Il y a certains hôpitaux qui l'ont fait. Encore une fois, l'hôpital général juif est un modèle à ce niveau-là. Ils n'ont pas eu besoin de loi ou d'intervention du ministère de la Santé pour implanter les ratios, puis ça fonctionne relativement bien. Donc, c'est ça. La gestion libérale et la CAQ s'inscrit dans la même lancée. C'est vraiment d'attendre qu'il y ait une crise médiatique pour intervenir. Et ça, cette gestion-là, ça fait mal aux patients. Ça fait vraiment mal aux infirmières aussi. Donc, à Québec solidaire, on est 100 derrière les projets ratios. On va s'assurer que ça soit pérenne par tous les moyens. Merci, Mme Roy. Alors, j'entends que chacune des factions est tout à fait à l'aise avec les projets ratios, mais pour la FIC, il y a une question qui demeure très, très importante, c'est celle de la loi, parce qu'on juge que ça a eu un effet très favorable en Californie et en Australie. Alors, on cherche un engagement de votre part. Est-ce que votre parti s'engage à déposer une loi sur les ratios sécuritaires professionnels en soins patients? Et j'ai envie de retourner ou d'aller du côté de Mme Bourdon. Et puis, on a 5 minutes pour échanger entre nous sur cette fameuse question. Alors, pourquoi pas une loi? Et si oui, quand? Et selon quelle modalité? Nous, on n'est pas du tout fermés à la loi. La question qu'on se pose, est-ce que la loi sera nécessaire? Si la loi est nécessaire, il faut aller vers une loi. On n'a pas hésité dans plusieurs secteurs de faire des lois. Alors, ce n'est pas tellement la question. Ce que je voudrais dire toutefois, c'est qu'on n'attendra pas non plus les projets ratios pour ajouter, par exemple, on a 1000 préposés dans nos CHSLD. On n'attend pas des projets ratios. On n'est pas attentiste en se disant, quand je disais tout à l'heure qu'on affiche des postes de façon massive, c'est qu'on a des stratégies d'attraction, de rétention, du préceptorat. On fait de l'accompagnement à nos jeunes infirmières pour être sûr qu'elles soient bien accueillies dans les divers milieux. Alors ça, au moment où on se parle, c'est en cours. Et nos projets ratios, je pense que les échanges qu'on a et qu'on va continuer d'avoir, c'est de bien documenter les résultats, aussi adapter à la réalité québécoise. On a un système très multidisciplinaire. Et qu'on veut comme tel poursuivre. Donc, ça va nous donner des réponses encore plus solides. Mais si c'est une loi que ça prend, moi, je suis tout à fait disposée à ça. L'autre chose aussi, c'est que les projets ratios, c'est pas une fin en soi. Hein? C'est un moyen qu'on se donne pour se dire ensemble, on stabilise nos équipes.
on stabilise les équipes. C'est ça qu'on veut. Mais il y a d'autres choses à ajouter autour de ça. Oui. Madame Écan réagit à votre propos. Oui, parce que, vous savez, là, oui, c'est important, les projets ratios. Mais ce qui est important, c'est les conditions de travail de nos infirmières puis les soins aux patients. Alors, concrètement, là, il faut que ça donne des résultats rapidement. Au moment où les analyses sont terminées, la loi, nous, on est ouvert à regarder la possibilité d'avoir une loi, c'est certain. Mais au bout du compte, réalistement, là, il faut avoir l'argent, il faut avoir les ressources pour mettre ces équipes en place. Il faut avoir les ressources financières, il faut avoir le budget, il faut le prévoir. Et à la CAQ, nous, ça va être fait. Mais au gouvernement libéral, avec 3,7 d'augmentation en 19-20, on n'est pas capable d'investir. Et c'est inclus. Dans notre périmètre financier, nous, qu'on a sorti, les projets ratios ont commencé à être estimés et sont en dessous du 4,2 Je veux simplement corriger l'information. On a regardé le budget, l'État haut, les publics, c'est 3,7 en santé. Mais la question est, il faut investir. La loi, c'est important, mais concrètement, il faut que l'infirmière elle arrive à le ratio au CHSLD, qui est 50 moins élevé que ce qu'il y a actuellement. Il faut améliorer les conditions. Madame Roy, un engagement de Québec solidaire, c'est peu probable avec le propos que vous teniez tantôt? On va s'engager à Québec solidaire à mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité des projets ratios et ça inclura une loi sur les ratios, effectivement. Par contre, il faut s'assurer d'avoir une certaine souplesse aussi. Si dans 5 ans, on se rend compte que les études ont révisé les ratios pour les ajuster pour qu'ils soient encore meilleurs, il va falloir s'engager dans un processus législatif pour changer la loi. C'est sûr qu'on perd un peu de souplesse, puis nous, on va avoir ça en tête aussi quand on va réfléchir. Mais j'aimerais souligner aussi un point. Les projets ratios qu'on implante, c'est pour répondre à quel problème? C'est le problème de la surcharge de travail. Puis si on se demande pourquoi il y a de la surcharge, mettons qu'on dit 5 fois de suite pourquoi, puis qu'on va aux racines des problèmes. Par exemple, ce qui amène beaucoup de surcharge, c'est qu'à l'urgence, 50 des personnes qui se présentent à l'urgence ont des problèmes bénins, musculo-squelettiques, de la douleur, une entorse ou une infection bénigne qui pourrait vraiment être pris en charge directement par une infirmière praticienne spécialisée, par une infirmière ou par une nutritionniste, une TS ou une physio. Puis ça, c'est démontré dans la littérature. Si on élargit puis qu'on permet à ces professionnels-là d'exercer dans leur champ de pratique, on diminue la surcharge des infirmières. Et ça, c'est une autre mesure aussi qui nous permet, en plus des projets ratios, de soulager nos professionnels en soins. Je vous remercie. J'aimerais laisser la parole à Mme Lamar. Merci. Bien, j'entends mes 3 collègues qui n'ont pas beaucoup d'affirmations dans leur capacité de promettre que les ratios vont vraiment entrer en vigueur. Alors moi, je redis, je pense qu'il faut un organisme indépendant qui va vraiment, qui sera à l'abri de certains écarts et d'austérité imposée ou improvisée, qui sera à l'abri de certaines autres influences et qui déterminera ce qui est bon dans l'intérêt, la santé et la sécurité des patients. Parce que c'est ça qui a été menacé dans les dernières années. On a compromis la sécurité des patients, la santé des patients, en faisant en sorte que le nombre de patients par rapport aux infirmières, aux préposés et aux auxiliaires familiales soit en diminution. J'ai eu des préposés qui sont venus dans mon bureau me dire qu'ils avaient l'habitude de faire manger 6 personnes sur l'heure du dîner en CHSLD et que tout à coup, il fallait qu'ils en fassent manger 12 personnes. Alors, si la cuillère n'était pas synchronisée avec la bouche ouverte, la personne sautait sa cuillère. C'est ça qu'on a imposé à nos patients dans le système de santé depuis 4 ans. Et c'est ça qui doit cesser. Et les ratios visent à répondre à ça. Je vous remercie, Mme Lamar. Vous êtes prête pour le 3e enjeu, qui est un enjeu pas moins important. C'est celui de la conciliation famille, travail, études. Selon le Conseil du statut de la femme, 40 des Québécoises de 45 à 64 ans sont des proches aidantes. Alors, le virage vers les soins à domicile, qui était présenté comme une panacée depuis plusieurs années, se base sur la disponibilité de ces femmes qui sont poussées à mettre de côté leur vie intime, leur vie sociale, leur vie professionnelle. Pour une professionnelle en soins qui a déjà un horaire atypique, qui voit ses vacances déplacées, ses congés refusés, cette responsabilité supplémentaire a une incidence qui est encore plus grande. Vous pouvez le comprendre. La question est la suivante, et il vous appartient à vous, Mme Lamar, de répondre en 2 minutes et demie. Si votre parti forme le gouvernement le 1er octobre, qu'allez-vous faire pour changer la donne, s'il vous plaît? Alors, clairement, ce matin, on a annoncé notre politique à l'intention des aînés, mais on a une politique
on s'est engagé à faire une politique pour les proches aidants. C'est une réalité vraiment qui rattrape maintenant toutes les familles. Tout le monde est concerné par cette dimension-là. C'est sûr que pour les jeunes familles, parce qu'on est proche aidant aussi et qu'on s'occupe de nos jeunes familles, on a une belle ouverture avec le régime actuellement, le régime québécois d'assurance parentale, qui donne vraiment, en termes de conciliation, famille, travail, études, une belle latitude, c'est-à-dire qu'on peut réserver 20 jours du congé parental et le répartir sur les 5 prochaines années de vie de notre enfant, ce qui est extraordinaire parce que ça compte, ça vient un peu suppléer dans les cas d'otite, de roséole, de gastro-entérite. Alors, il y a vraiment une écoute, une compréhension des difficultés que les familles, que les femmes vivent, les pères maintenant aussi, vivent dans ces contextes-là. L'autre mesure, soutien au lunch, fourniture scolaire, là aussi, il y a un impact important. Pour ce qui est des proches aidants, pour donc ceux qui sont en aide aussi aux aînés, eh bien, on veut vraiment qu'il y ait un 8 heures de répit garanti à toute personne qui est en aide constante à quelqu'un, à une personne. Donc ça aide énormément. Le soutien à domicile, on a un investissement clair qui est de 1 milliard de dollars en 4 ans. C'est l'investissement le plus important qui a jamais été vraiment, vraiment engagé pour la population du Québec et c'est un besoin. Ce n'est plus une situation où on peut le mettre dans une promesse aléatoire. C'est un besoin qu'on a au Québec d'avoir cet engagement de soutien à domicile et on a des mesures très concrètes. Je pourrais y revenir si le temps nous le permet. Le tarif unique dans les CPE est aussi une mesure qui diminue la pression sur les familles, qui permet de redistribuer les sous différemment dans l'organisation familiale. Alors, on voit qu'on a énormément d'engagement ferme. Au niveau du soutien à la famille, on veut aussi que les organismes communautaires soient plus financés. On a un engagement de 200 millions de dollars pour les organismes communautaires. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui font, par exemple, les centres de jour, qui vont aider les gens à se déplacer, à briser l'isolement, qui vont enlever un peu du poids et de la responsabilité des gens au niveau de la conciliation famille, travail, études. Merci. Madame Lamarre. Madame Mécan. Oui, merci, Madame Bougie. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de parler des proches aidants. Savez-vous qu'il y a 1,6 million de personnes qui sont proches aidantes au Québec? Et parmi celles-là, sûrement beaucoup d'infirmières et d'infirmiers. Et ça fait lien avec une autre grande priorité de la CAQ, de financer et de soutenir beaucoup les soins à domicile. Parce que, évidemment, il faut que les personnes restent le plus longtemps à domicile. Hein. On le sait, ça, tout le monde. Et les proches aidants, ils jouent un rôle très, très important. Et il faut soutenir les proches aidants. Et c'est pour ça qu'on a annoncé hier notre grande politique nationale sur les proches aidants. On va l'adopter. Et on veut, par cette politique-là, régler toute la situation des proches aidants, les soutenir davantage et pas y aller à la pièce. Mais voici quelques mesures. On veut doubler le crédit d'impôt pour aidants naturels jusqu'à 2 500 $ d'ici 2022. On veut s'assurer du fonds de soutien aux proches aidants après 2021. Ça avait été lancé par Marguerite Blais, ce fonds-là, en 2009. Il faut aussi construire les maisons Gilles Carle, 20 maisons d'ici 10 ans pour accompagner les aidés. Alors, c'est un ensemble de mesures qui va être inscrit dans la politique nationale là, sur les proches aidants. Nous, on est aussi très ouverts à adopter une loi sur la conciliation famille, travail, études. Moi, j'ai été travailleuse sociale dans le réseau. J'ai été aussi gestionnaire, puis je suis mère de famille. Alors, je comprends très bien les enjeux là, de la conciliation travail, famille, études. Et je vais vous dire, l'élimination du temps supplémentaire obligatoire, là, ça va aider les proches aidants. L'amélioration des postes aussi, ça va aider les proches aidants. Alors, on veut alléger la pression sur les professionnels de la santé. Nous, là, à la CAQ, on va analyser tous les projets qui vont viser à améliorer la qualité de vie des familles du Québec, puis on va vraiment favoriser la conciliation entre les études, la famille et le travail. Mais moi, je vais vous dire, j'ai une question encore pour les libéraux. Pourquoi ils se sont tellement traînés les pieds et puis ils n'ont pas adopté cette politique-là? Quand Marguerite Blais a défendu le dossier et avec énergie, elle n'a jamais eu le soutien libéral. Alors, nous, au niveau de la CAQ, maintenant, on va le faire. Je vous remercie, Mme Mécan. Et enfin, sur cette question de la conciliation travail, famille, études, famille, travail, études plutôt, Mme Roy. Oui, le
le soutien, la protection de la santé de nos proches aidantes, c'est vraiment un enjeu majeur. Juste au Canada, les proches aidantes sont, en fait, ça représente 5 milliards de dollars en travail non rémunéré, le travail qu'elles font en ce moment, que souvent, elles le font parce que le réseau de la santé et des services sociaux actuellement, à cause des coupes dans les services et les mesures d'austérité budgétaire, ne sont plus en mesure d'offrir ces services-là. Par exemple, j'ai une collègue dans un organisme communautaire, un centre de femmes, qui me disait, avant, quand les femmes venaient nous voir qui étaient débordées, on pouvait les référer au CLSC, il y avait des services. Bien, maintenant, c'est le CLSC qui nous réfère des femmes. C'est inacceptable. Aussi, une femme qui va assumer le rôle de proche aidante va perdre en moyenne environ 12 000 de salaire à chaque année. Donc, c'est une situation qui la place en situation d'appauvrissement. Donc, ce qu'on va faire à Québec solidaire, c'est investir 250 millions supplémentaires en répit et en soutien aux proches aidantes. On va aussi faire en sorte de les soutenir adéquatement à plusieurs niveaux. Je lisais un rapport du protecteur du citoyen récemment qui disait qu'il y a des pratiques un peu douteuses en ce moment dans l'administration des soins de santé parce qu'on est constamment en train d'essayer de chercher où il faut couper pour aller récupérer de l'argent. Et il y a des mesures douteuses telles que dans les critères d'octroi d'heures d'aide à domicile pour la préparation des repas, par exemple, si le patient avait un proche aidant, c'est un critère qui faisait qu'il y avait moins d'heures d'aide à domicile. C'était dans la politique de l'établissement. Et le protecteur du citoyen, suite à une plainte, a dû intervenir pour dire non, ça ne marche pas, c'est pas respecter l'équité des soins. Donc, il faut vraiment revoir nos pratiques, en fait, dans les établissements de santé et services sociaux pour considérer les proches aidantes comme ayant des besoins à part entière, puis qui ne dépendent pas de la personne qui aide. Ce n'est pas en fonction du diagnostic de la personne qui est aidée qu'on va déterminer les services qu'elle a besoin, parce que c'est ça qu'on voit en ce moment, que les collègues me parlent beaucoup. Il faut la prendre comme un patient à part entière qui a besoin d'aide, de soutien psychologique, peut-être de groupe pour intervenir, puis c'est ça que le 250 millions va aider à développer, entre autres, de l'argent aussi dans les organismes communautaires. Donc, il faut vraiment changer un petit peu l'optique de nos indicateurs de gestion en ce moment dans le réseau de la santé parce qu'on oublie que les proches aidantes sont des patients et on est plus concentré, en fait, à couper de l'argent le plus possible, ce qui fait qu'on les laisse de côté en ce moment. Il faut revoir nos indicateurs de gestion. Madame Roy, merci beaucoup. J'irai du côté de Madame Bourbon et je rappellerai la question. Bourdon, pardon. Si votre parti demeure au gouvernement le 1er octobre, qu'allez-vous faire pour changer la donne? Je suis vraiment... je suis heureuse d'entendre qu'on ait une grande unanimité autour de la conciliation travail-famille, vie personnelle, parce qu'on ajoute aussi vie personnelle. Pour nos infirmières, c'est important. On a de plus en plus la proportion de jeunes infirmières. Donc, dans l'octroi des postes, on en a parlé tantôt, il faut tenir compte de ces aspects-là. Et de plus en plus aussi, nos jeunes infirmières veulent retourner aux études, donc il faut en tenir compte. Et ça fait partie là, du type de poste qu'on doit offrir. On a aussi, donc, vie personnelle pour nos travailleurs. Et pour les proches aidants, bien, c'est ceux qu'on voit dans notre réseau de la santé qui accompagnent nos personnes âgées ou nos personnes qui ont un handicap. Nous, ce qu'on a déjà fait, parce que là, ce n'est pas des promesses, donc des crédits d'impôt améliorés, le financement aussi au programme L'Appui, où vous pouvez aller voir comment nos proches aidants peuvent se retrouver dans le système pour avoir de l'aide, parce que ça, c'est important, c'est en train de se déployer dans les 17 régions du Québec. Madame Lamarre le dit, la loi sur les normes du travail, donc cette bonification de la loi sur les normes du travail, spécifiquement là, pour les proches aidants. Donc, ça aussi, c'est fait. Là, on n'est pas dans les promesses. Et ce qu'on veut aussi, parce que ça a été dit cette semaine, et c'est excessivement important, c'est le répit. Alors, nous, c'est 2000 places de plus en répit, particulièrement pour nos personnes qui s'occupent de personnes handicapées, donc de proches handicapés. Donc, tout le programme de soutien aux familles aussi qu'on a mis en place, le régime québécois, entre autres, d'assurance parentale, on a diminué là, de 4 % le taux de cotisation. Alors, et on encourage, nous, ce que je n'ai pas entendu, c'est tout l'aspect du télétravail. Ça, nous, on le sait, on le voit avec dans beaucoup de types d'emplois où ça permet d'avoir un travail qui est valorisant et en même temps de faire une meilleure conciliation travail-famille.
Alors, merci. Maintenant qu'on vous a entendu toutes les quatre, j'aimerais qu'on pousse un petit peu plus loin cette réflexion sur la conciliation famille, travail, études, avec des cas un peu plus spécifiques. On a parlé de personnes âgées, on a parlé de personnes handicapées, mais ce qu'on voit, c'est que la santé mentale est le parent pauvre du réseau de la santé et des services sociaux. Et j'aimerais vous entendre échanger entre vous pendant 5 minutes sur les mesures qui pourraient être mises en place par votre gouvernement pour soutenir les proches aidantes qui, aujourd'hui, doivent pallier ce manque de services en santé mentale dans le réseau de la santé. Alors, je donnerai la parole à Mme Roy, s'il vous plaît. Oui, j'attire l'attention sur un drame qui est survenu récemment. Un jeune homme de Québec qui a été porté disparu, qui a disparu en contexte de dépression et qui a finalement... Les sympathies à la famille a été retrouvée sans vie. En fait, la famille de cette personne-là qui a disparu là, a dû prendre ses économies personnelles pour prendre un congé au travail. Et après une semaine, a dû retourner au travail faute de moyens financiers pendant que leur fils était encore porté disparu. Ça, c'est un exemple de manque d'humanité qu'on a en ce moment dans notre manque de soutien aux proches aidants, particulièrement en santé mentale. Une autre mesure que Québec solidaire veut amener qui va aider à ce niveau-là, on a déposé récemment un projet de loi anti-burnout qui comportait plusieurs mesures. Entre autres, augmenter le nombre de vacances par année, passer 3 semaines dès la première année de travail, 1 mois dès la deuxième année de travail. Augmenter le nombre de congés pour raisons familiales qu'on peut prendre, qu'on n'a pas besoin de fournir une excuse, un papier médical ou de se justifier. C'est juste pour raisons familiales et c'est prévu, ça serait prévu dans les normes du travail. On veut aussi introduire plus de flexibilité dans les horaires et dans les normes du travail pour permettre aux gens de travailler à la maison, à distance, avec Internet. Je veux dire, en 2018, on est rendu là. Il faut mettre des incitatifs, pousser un petit peu plus les entreprises à aller vers ces mesures-là. Donc, notre projet de loi anti-burnout est pour toute la population et ça va aussi aider nos professionnels en soins. Merci, Mme Roy. Mme McCann voulait réagir. Oui, moi, j'aimerais apporter un point complémentaire là-dessus qui m'apparaît essentiel. Une des meilleures méthodes de soutien pour des proches aidants là, qui ont, par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé mentale dont ils prennent soin, c'est d'avoir des services. C'est d'avoir des services en santé mentale. On sait que quand quelqu'un se présente dans un cabinet de médecin, là, 30 de ces personnes-là ont un problème de santé mentale, dépression, etc. Et quand nous, on a une promesse phare, on a une priorité phare au niveau de la CAQ, hein, c'est de changer le mode de rémunération des médecins pour qu'ils fassent faire en sorte qu'ils délèguent davantage aux travailleurs sociaux, aux infirmières et à d'autres professionnels. Et ils vont déléguer à ce moment-là davantage pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et il va falloir renforcer ces services au niveau de tout le volet de la santé mentale. Ça, c'est vraiment une aide très importante pour les proches aidants qui ont, par exemple, des amis ou des proches qui ont un problème de santé mentale. Merci, Mme Lamarre. En santé mentale, on sait qu'il y a beaucoup de psychologues et de travailleurs sociaux qui ont été déplacés des CLSC vers les groupes de médecine de famille. Et l'accès pour les gens qui sont en détresse et qui ont un problème de santé mentale, c'est beaucoup plus difficile parce que si on n'est pas inscrit à un médecin de famille, on est bloqué par rapport à l'accès à un psychologue et un travailleur social. Donc, j'aimerais bien entendre l'opinion de mes collègues là-dessus parce que vraiment, on a manqué un très grand rendez-vous. Nous, on dit qu'il faut redonner ces professionnels dans les CLSC. Maintenant, pour les cas plus graves, schizophrénie, maladie bipolaire, ce sont des gens qui vont toujours être à risque. Et nous, on veut des logements sociaux et communautaires avec des intervenants qui vont être disponibles pour accompagner ces gens-là et les suivre régulièrement, être aussi disponibles pour voir s'il y a une décompensation. Il y a eu 2 cas catastrophes, vraiment M. Magloire et M. Coriolan, qui ont dû être abattus par des policiers. C'est incroyable. Si ces gens-là avaient eu une maladie physique, on aurait dit qu'ils étaient en hémorragie. Et là, on n'a pas eu les moyens de leur donner un soutien. Alors, ça prend des logements communautaires, sociaux, avec supervision d'intervenants pour ces situations-là. Je vous remercie. Je vais aller du côté de Mme Bourdon, puis ensuite, on va revenir à vous, Mme McCann. Vous avez demandé la parole. Allez-y. Oui. Vous savez, nos personnes atteintes de problématiques de santé mentale vivent malheureusement beaucoup d'isolement.
On a beaucoup de ces personnes-là qui n'ont pas malheureusement de proches aidants même. Hier, je visitais un centre qui s'appelle le Relais d'Espérance et la dame Anne me parlait de la collaboration avec le CIUS, comment ils avaient réussi à créer des ponts. On a des programmes comme Pêche, comme Spot, où les gens ont des rendez-vous. Alors, on est en train de faire ça, de se rapprocher beaucoup plus du communautaire, parce qu'on appelle ça santé mentale, mais aussi il y a tout l'aspect de la santé sociale, donc de briser l'isolement. Alors, il y a des beaux modèles au Québec qui se développent. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raté, parce que les besoins des patients sont là, sont importants, mais il faut continuer à solidifier ça, cet arrimage entre la communauté, les organismes communautaires et nos psychiatres dans la trajectoire, les modules d'évaluation, liaison qui sont en cours et qui donnent des résultats sur la prise en charge. Et Mme McCann, en 15 secondes. En 15 secondes, souvent, la porte d'entrée, c'est le médecin de famille. Hein? C'est pour ça que je mentionnais qu'il faut vraiment qu'il y ait une équipe. Mais effectivement, il y a des gens qui vont en CLSC aussi pour avoir des interventions en santé mentale. Il faut qu'il y ait un accès direct aux travailleurs sociaux et aux psychologues, certainement. En fait, c'est ça qui embourbe un peu notre système, le fait que le médecin de famille soit toujours la porte d'entrée dans ces situations-là. Il n'est pas toujours la porte d'entrée, mais c'est une porte d'entrée à Québec solidaire, importante. on veut faire confiance vraiment aux compétences en accès direct aux travailleurs sociaux et aux psychologues. Oui. Merci. Plus d'autonomie aux psychologues. Merci, bien compris. Ça presse. Alors, dernier enjeu pour aujourd'hui, c'est l'accès à la première ligne. Alors, peut-être qu'on est déjà sur la bonne lancée. Là. La suite logique était bien placée. Oui. Alors, tous s'entendent pour dire que les besoins en santé et en services sociaux vont continuer de croître au Québec au cours des prochaines années. Or, les médecins québécois détiennent encore le monopole de l'accès aux soins. Pourtant, d'autres modèles, comme des cliniques d'infirmières, pourraient mettre à contribution les savoirs des professionnels en soins et permettre un meilleur accès à des services de santé universels à la population du Québec. Alors, la question est la suivante, et on va aller de votre côté, Mme McCann, pour une première réponse. Quelles sont, et je vous encourage à parler de mesures concrètes que votre gouvernement va être prêt à mettre en place, quelles sont les mesures que vous allez mettre de l'avant pour donner plus de place aux professionnels en soins en première ligne? Bon. À vous. Oui, et on va investir dans les CLSC en passant, là, je le mentionne. Pour donner davantage de place, là, je vais vous dire la mesure phare que nous avons, la grande priorité que nous avons à la CAQ, c'est de donner accès à tous les Québécois à un médecin de famille ou à une infirmière en dedans de 36 heures. Ça ne peut pas être plus clair que ça, parce qu'actuellement, il y a 1,6 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et qui sont obligés d'aller à l'urgence pour des problèmes mineurs. Il y a même des Québécois qui ont un médecin de famille et qui sont obligés, encore une fois, d'aller à l'urgence parce que dans 60 % des cas, ils ne sont pas capables de rejoindre leur médecin quand il y a un problème de santé. Alors, moi, je vous dirais qu'il faut miser sur les CLSC, les cliniques réseau, les GMF aussi pour ouvrir le soir, la fin de semaine. Et là, il y a des équipes de professionnels aussi qui peuvent recevoir les patients. Et il faut décloisonner la pratique médicale pour justement que les autres professionnels jouent leur rôle, notamment les infirmières praticiennes spécialisées qui vont pratiquer leur profession au Québec, comme dans le reste du Canada. On va en avoir 2000 en 2022. Elles ont toute la compétence pour soigner les multiples problèmes de santé. Elles ont l'expertise, elles sont autonomes et on doit avoir un modèle de partenariat avec les médecins. Et c'est dans ce sens-là que nous, on va abolir la prime de supervision donnée aux médecins de famille pour la supervision des IPS. Parce que les IPS, les infirmières praticiennes, sont très autonomes, très compétentes. Alors, nous, le décloisonnement au niveau des médecins, de la pratique médicale, c'est notre fer de lance au niveau de notre programme en santé, de donner accès aussi à tous les Québécois, ou bien à un médecin de famille ou à une infirmière à l'intérieur de 36 heures. Parce que, écoutez, il y a vraiment deux problèmes. 1,6 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et 60 % des gens qui ont un médecin de famille qui retournent à l'urgence parce qu'ils ne peuvent pas voir le médecin ou l'infirmière en dedans de 36 heures. Nous allons régler ce problème-là en 4 ans. Je vous remercie, Mme McCann. Mme Roy.
En fait, à Québec solidaire, on va un peu actualiser le rêve qu'on avait dans les années 70, soit d'avoir des véritables équipes où tout le monde est sur le même niveau, qui travaillent ensemble dans une structure qui permet le travail d'équipe, où la rémunération est adéquate, tout le monde est à salaire, les compétences de chaque professionnel sont claires et elles peuvent l'exercer dans le champ complet qu'elles sont capables de faire. Et il faut que ça soit une organisation qui est gérée publiquement. Donc, nos CLSC sont la meilleure place où on doit pouvoir répondre, en fait, aux besoins de la population en matière de santé et services sociaux. C'est là qu'on a des équipes en place qui sont les mieux placées pour intervenir en santé mentale. C'est là qu'on a des équipes en place qui sont le mieux placées pour intervenir sur des problèmes de douleur à l'épaule, douleur au dos, douleur à la cheville, ce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus s'imaginer avoir ce genre de service-là dans les CLSC, tellement on a redirigé ça vers le privé. Donc, vraiment, l'avenir, c'est de se concentrer sur ces structures-là parce qu'en ce moment, c'est juste la façon la plus rentable d'y arriver. Toute l'équipe est déjà là. Ils interviennent déjà en interdisciplinarité, travaillent déjà en équipe et ils ont déjà une vision complète de la personne qui inclut les besoins psychosociaux, la santé mentale. Il manque juste à amener le médecin dans ces équipes-là. En termes de déplacement, c'est pas mal plus optimal de procéder comme ça. Québec solidaire prévoit investir 1,5 milliard de plus dans ce qui est services de première ligne, santé mentale et prévention en santé. Les gouvernements précédents, ce qu'ils ont fait, ils ont plutôt coupé 30 % dans le budget de la santé publique. Ça, il faut renverser la vapeur complètement. Aussi, j'aimerais exprimer ma solidarité entière avec les professionnels en soins. Je trouve que la profession d'infirmière est celle qui a le plus de mainmise sur l'encadrement de sa pratique. Il n'y a aucun autre professionnel qui est autant régulé par une autre profession qui n'est pas la sienne. Je parle de la profession médicale. Ce n'est pas normal que pour faire une demande dans le programme de maîtrise pour devenir IPS, que ça prenne une lettre du médecin qui confirme que oui, on est une bonne infirmière. Ce n'est pas normal que le médecin responsable du GMF reçoive une prime de, je cherche la prime, combien? 60 000 pour prendre en charge une IPS dans sa clinique. Ce n'est pas normal que le Collège des médecins doit être consulté ou doit prendre part à la discussion quand l'Ordre des infirmières doit adopter un règlement. Donc, ça n'a pas lieu d'être, toute cette mainmise-là de la profession médicale sur la profession infirmière. Elles sont des professionnels en soins autonomes, à part entière. Comme une collègue me le soulignait, ce n'est pas un bras droit du médecin, ce n'est pas les yeux du médecin, ce n'est pas une partie du corps. Ils sont une profession à part entière. Il faut commencer à les respecter. Je vous remercie, Mme Roy. Madame Bourdon, je rappellerai la question pour vous. Quelles sont les mesures concrètes qu'un gouvernement de votre parti mettra de l'avant pour donner plus de place aux professionnels en soins en première ligne? Pour 2 minutes 30, s'il vous plaît. Oui, alors déjà, le Parti libéral est très engagé là-dedans. Si vous regardez les soins à domicile, c'est 850 millions qui sont mis. Alors, les choses sont en train de s'organiser. Si vous regardez tous les groupes de médecine de famille, c'est un modèle intégré en interdisciplinarité. Là, on n'est pas, il n'y a pas le médecin tout seul. D'ailleurs, ça demande de la part, parce qu'on est là-dedans, beaucoup de soutien dans des apprentissages et des nouvelles façons de faire. Les universités nous soutiennent avec toute la collaboration interprofessionnelle. Il y a de la formation qui se donne dans nos facultés de médecine autant que chez nos professionnels, nos infirmières. Donc, il y a tout un apprentissage, surtout en première ligne, de travailler en collaboration. Nos groupes de médecine de famille sont très avancés. Quand on regarde au niveau de nos super cliniques, bien, pour l'offre, pour la clientèle, pour la population, c'est une façon d'aller chercher des services rapidement et on a un accès là, 7 jours, 12 heures par jour. Et au Québec, ça a quand même diminué de 77 000 visites dans les urgences. Ça, ce n'est pas des promesses, là, ça marche. Là, donc, il faut poursuivre dans cet élan-là. Au niveau je dirais, de toute par exemple, les infirmières praticiennes spécialisées, moi, j'ai contribué à une entrée dans mon établissement. Alors, je suis vendue au rôle des IPS. Je vous dirais, par contre, je veux dire à la population, pas du monde, il faut rester réaliste. On a le collège avec qui on jase, avec l'Ordre des infirmières. On va continuer parce que, à mon avis, il faut aller plus loin dans la révision des lignes directrices. Hein. On peut bien dire que ça se fait comme ça. Il y a le Code des professions. Hein. On est une société québécoise organisée. Les professions se sont créées au cours des années. On n'est plus dans les années 70. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. L'interdisciplinarité est une volonté de tous. Moi, je le constate. Il faut aller voir là,
là, près du terrain, comment ça s'exerce. Mais en même temps, si vous me dites que c'est parfait, personne ne va vous croire. Et la place de nos IPS, je pense qu'au Québec, on est rendu là. Il faut... Et la preuve, c'est que c'est attractif. On arrive, là, les infirmières s'inscrivent, on a des bons programmes d'intéressement. Alors, la formation et bien, on a quand même une très grande proportion qui sont des IPS de première ligne, là. Donc, c'est très encourageant pour la prise en charge de notre clientèle par des IPS de première ligne. Merci, Mme Bourdon. Mme Lamarre, enfin. Bien, écoutez, on est dans un débat sympathique, mais quand même, ce que j'entends de Mme Bourdon, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'on a encore 35 des gens sur l'île de Montréal qui n'ont pas de médecin de famille et qui n'ont pas d'accès aux soins. Et un peu partout à travers la province, c'est 80 seulement des gens qui ont. J'entends Mme McCann qui dit « nous voulons, nous voulons, nous voulons ». 36 heures pour voir un médecin, je n'ai pas entendu de solution pratique. Et nous, au Parti québécois, depuis 1 an, on annonce et on précise de quelle façon on va décloisonner. Alors, Mme McCann, je vous mets au défi. Expliquez-moi comment, pour 5 professions, vous réussiriez à décloisonner. Parce qu'on voit le mot décloisonnement dans le programme, mais on ne voit pas le contenu. Alors, clairement, nous, on a dit, dans les CLSC, il faut que les infirmières praticiennes spécialisées puissent s'exercer de façon autonome. Ça ne veut pas dire qu'elles seront seules. Il y aura des équipes quand même avec elles, mais elles auront pleine autonomie. Et elles pourront prescrire. Et elles n'auront pas besoin de toujours travailler sous la supervision des médecins. Et bien sûr, le 60 000 $, on va le récupérer et on va le mettre à leur salaire, à leur rémunération à elles, parce qu'on veut que nos CLSC soient ouverts de 9 h le matin à 21 h le soir, 7 jours par semaine. Et travailler à des heures défavorables, ça se rémunère et ça vaut quelque chose. Alors ça, c'est un signal clair, une mesure immédiate. À l'intérieur d'1 an, on est capable de faire cette mesure-là. Et pour l'ensemble des Québécois qui nous entendent, ça reflète quelque chose de bien concret, de bien terre-à-terre. Si on a une infection urinaire un samedi soir à 6 h, il n'y a pas seulement l'urgence de l'hôpital qui est ouverte. On a une autre option et cette option-là, elle est compétente et elle est capable d'agir. Alors ça, c'est très, très clair. Pour toutes les infirmières et les inhalothérapeutes et les autres professionnels, il y a énormément de cloisonnement encore, de restrictions. Je le sais, j'ai livré le combat, moi, pour les pharmaciens. Ça m'a pris 5 ans à réussir à décloisonner, à faire obtenir ce que toutes les autres provinces avaient, ce que les pharmaciens avaient un peu partout dans les pays développés du monde. Alors, pourquoi au Québec, c'est si difficile? Pourquoi, avec les compétences qu'on a, parce qu'on a des programmes exceptionnellement compétents, tous nos professionnels doivent toujours en référer le patient en goulot d'étranglement vers le médecin, que ce soit pour renouveler un permis de conduire où il faut la signature du médecin quand on a une ergothérapeute qui a 4 ans d'université, que ce soit pour des infirmières qui sont au triage et qui n'ont pas le droit de demander des radiographies pour quelqu'un qui a fait une chute. Alors, il y a énormément de contraintes. Il faut briser ce monopole. Ça prend du courage et le Parti québécois, là. Je vous remercie. Il nous reste un beau 5 minutes pour échanger entre nous sur la question de l'accès à la première ligne, mais je vous amènerai dans une sphère un petit peu plus pointue. Avec le développement de GMF et de supercliniques, il y a plusieurs voix qui s'élèvent, qui disent craindre la privatisation de la première ligne au Québec. Alors, je cherche des engagements et je vous invite à échanger entre vous. Vous êtes extrêmement respectueuse et civilisée, mais vous pouvez aussi y aller de manière assez spontanée pour débattre, pour laisser une trace, hein, ici. Alors, est-ce que votre parti s'engage à réinvestir dans les CLSC? Je commencerai avec vous, Mme McCann. Absolument, Madame. Absolument. On s'engage à réinvestir dans les CLSC, mais je vais vous dire une chose, c'est que au Québec, là, c'est pas du mur à mur dont on a besoin. Et actuellement, là, quand on entend ce que les gens disent, c'est très, très inégal. C'est pas la même chose à Saint-Jean, c'est pas la même chose à Sept-Îles, ni à Hochelaga-Maisonneuve. Mais nous avons un ensemble de professionnels qui peuvent faire une grande différence dans les CLSC, les GMS, les cliniques réseau, les supercliniques, etc. Mais il faut regarder par secteur et il faut apporter les solutions et il faut avoir des ouvertures où est-ce qu'on peut aller le samedi soir, etc. L'Ontario a été capable de faire ça. 94 % de la population a un médecin de famille ou voit une infirmière. Ils ont beaucoup de super-infirmières en Ontario. Pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Et les pharmaciens, je vais ajouter quelque chose sur les pharmaciens. Grand rôle à jouer. Les spécialistes des médicaments. Les problèmes de surconsommation de médicaments, par exemple chez les personnes âgées, qui est le mieux placé pour vraiment faire une évaluation? Un beau projet dont j'ai entendu parler dans une résidence pour personnes âgées avec des pharmaciens. Voilà des solutions pour l'avenir.
Merci, Madame. Effectivement. Oui, Madame Roy? Le problème le plus fondamental avec nos GMF, c'est que c'est un modèle d'organisation privée géré par le médecin et malheureusement, on n'a pas encore rendu à la situation où les médecins sont formés en matière de collaboration interprofessionnelle. On n'est pas rendu là. Et le médecin a une indépendance. C'est comme une petite entreprise privée, finalement, dans l'organisation. Donc, ça ne fonctionne pas. On n'est pas en termes de penser à comment on peut mieux s'organiser pour que chacun prenne son champ de pratique. On est en train de s'organiser en fonction de comment le médecin peut décider comment ça va s'organiser les soins. Un exemple de choses qui ne fonctionnent pas, c'est que le médecin n'est pas rémunéré pour tout ce qui est les rencontres d'équipe. Donc ça c'est un frein. Mes collègues travailleurs sociaux m'en parlent dans les GMF. Les médecins n'arrivent pas à prendre le temps pour venir discuter d'une situation, pour convenir ensemble d'un plan commun. Ça, c'est majeur. Quand on dit que tout est beau, là, il y a de l'interdisciplinarité dans le réseau de la santé. Non, il n'y en a pas. Il faut vraiment intervenir là-dessus. Nous, à Québec solidaire, on veut s'attaquer aux causes des problèmes, donc le mode de rémunération des médecins. On veut que les médecins deviennent des employés quand ils travaillent dans le réseau de la santé. On veut les attirer dans nos CLSC, qui sont déjà des structures publiques où tout le monde exerce dans son champ de compétences. Et on veut aussi faire en sorte à long terme que les GMF deviennent intégrés au CLSC. Moi, je travaille à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. J'ai choisi de travailler là. Puis c'est riche d'enseignement. C'est une clinique, un CLSC qui n'a jamais été intégré au CIUS et au CIS. Toujours réussi à garder leur indépendance. Ils ont 120 employés, budget de 8 millions. Leur CA, c'est des citoyens du quartier, puis c'est eux qui entérinent les priorités de la clinique communautaire pour la prochaine année. Ça marche. C'est vers ce modèle-là qu'il faut se réorienter. La petite organisation qui est réactive, qui est capable de s'adapter aux besoins de la population, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où on peut faire nos suivis de soir, la fin de semaine. C'est vers ça qu'il faut aller. Une organisation publique financée adéquatement, avec les ressources adéquates, où tout le monde peut innover, Merci. Implanter les études. Merci, Mme Bourdon. Les bonnes pratiques. Oui. Bien, tout l'investissement dans les soins à domicile. Moi, je convie les collègues là, à aller se promener dans les CLSC des territoires. Moi, je suis allée voir dans mon ancienne vie parce qu'on se connectait à l'hôpital avec le réseau. Et il y avait des caucus le matin. L'équipe interdisciplinaire se voit je dis se voit parce que ça se fait actuellement, et se concertent pour se parler des patients, les situations plus difficiles, et ensuite partent en soins à domicile. Quand on investit en soins à domicile, ces gens-là se retrouvent quelque part. Donc, c'est là qu'ils se rencontrent. Dans nos centres locaux de services communautaires, donc, on a mis beaucoup les approches aussi au niveau psychosocial. Et c'est très achalandé, là. Si on se promène dans le réseau, là, nos CLSC, ils fonctionnent. Alors, votre parti n'a pas l'intention de réinvestir dans les CLSC? On a investi 850 millions dans les soins à domicile. Quand on investit en santé mentale, les gens sont dans les CLSC. Quand on parle du module d'évaluation, liaison en santé mentale, ça se retrouve quelque part, ça se retrouve dans les CLSC. Alors, il y a énormément d'activités là, au sein des CLSC du réseau. Et du côté du Parti québécois, Mme Lamarre, il y a cet engagement à réinvestir dans les CLSC? Oui, nos CLSC, ils sont déjà construits, chauffés, éclairés. Ce qu'il faut, c'est mettre des ressources humaines, donner du temps, donner des ressources et arrimer le soutien à domicile avec, par exemple, des auxiliaires familiales, mais qui sont en lien avec le réseau. Quand on parle d'agences privées qui sont déconnectées et qui ne se sentent pas, ils vont aller faire des activités du ménage, de l'hygiène, ils ne seront pas là pour ramener l'information sur le citoyen, le patient, à l'équipe de soins du CLSC. Donc, oui, clairement, nous, on veut absolument qu'il y ait plus de développement du côté du CLSC. Et malheureusement, pour le Parti libéral, mais en 2016, ils ont fait quelque chose qui est absolument impardonnable, c'est de couper 1,5 million d'heures de soutien à domicile aux aînés. Et ça, là, si c'est avec ça qu'on aurait ramassé les surplus qu'on a aujourd'hui, c'est un très mauvais choix. Il faut qu'ils en paient le prix. Je suis désolée. Merci. Du fond du cœur, mesdames, d'avoir pris part à ce débat au nom de la FIC. Je vous remercie. On a beaucoup parlé de respect, mais il y en avait ici. Mais je pense que ce fut quand même un échange éclairant, pertinent, et vraiment, je vous remercie d'y avoir pris part. Je remercie aussi les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Et je suis certaine que ces échanges vont être écoutés et très populaires. Et j'encourage les membres de la FIC à poser des questions, continuer de poser des questions, continuer de se faire entendre. J'encourage les membres de la FIC à encourager, à inviter leurs syndicats à tenir des assemblées où leurs candidats pourront venir parler santé et services sociaux. Et sinon, à poser des questions quand on va cogner à leur porte. Et surtout, et vous serez toutes d'accord avec moi, cette question-là fait l'unanimité, j'encourage
les 75 000 membres à aller voter le 1er octobre, parce que 75 000 voix, ça peut faire toute une différence. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Au plaisir de vous retrouver. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Merci.